Himalaya, Népal, avril 2024. 3 semaines de voyage, 15 jours consécutifs de marche en très haute montagne, 10 000 mètres de dénivelé positif sur 180 km parcourus, pas de mal aigu des montagnes, mais un beau parasite intestinal. C'est parti! Tu t'emmènes? Tout commence par un vol Paris vers Katmandou, la capitale du Népal. Mais on s'arrête pas là. À peine arrivé, on repart pour 5 heures de bus dans une route plus bumpy que vous ne pourrez le croire, jusqu'à Ramchhap. Ramchhap, c'est en gros un aéroport avec des chèvres, où il y a des tout petits avions, comme ça, qui en 15 minutes de vol vont nous emmener à Lukla, les portes de l'Himalaya. Lukla, c'est les portes de l'Himalaya car c'est le seul aéroport dans la région, passage obligé pour tous les prétendants à l'Everest. C'est aussi, soit dit en passant, réputé l'aéroport le plus dangereux du monde. Julie, qui aime déjà beaucoup l'avion, est absolument ravie. Mais bon, on n'a pas trop le choix, donc c'est parti, on y va. À peine atterri, nous sommes déjà repartis. L'objectif de cette première journée est de partir de Lukla, longer la vallée et rejoindre le village de Phakding, notre premier village étape. Lukla et Phakding se trouvent respectivement à 2800 et 2600 mètres d'altitude. En plus de la fatigue accumulée par le voyage, notre corps doit donc faire face à un dénivelé positif de 3000 mètres en moins de 48 heures. À ce moment, il est primordial de marcher très lentement pour laisser à notre corps le temps de produire des globules rouges et ainsi éviter le mal des montagnes. Nous évoluons donc à une altitude située autour de 2800 mètres, mais les repères sont bien différents en Himalaya. À cette altitude en France, il n'y a plus d'arbres, plus de végétation, et le paysage est bien rocailleux. Ici c'est très différent. À 2800 mètres, les paysages sont très verts, luxuriants. Il y a des forêts, des lacs, des rivières. Les températures sont clémentes, de 20 à 25 degrés la journée en plein soleil, et vers 10 degrés la nuit. Bref, pour l'instant, la marche est facile et le moral est au beau fixe. La deuxième étape consiste à partir de Phakding, à longer la vallée et à rejoindre Namche Bazaar, la capitale Sherpa, perchée au-dessus de la vallée. Namche Bazaar se trouve à 3800 mètres d'altitude. Nous avons donc 1000 mètres de dénivelé positif à engloutir ce jour. Ce n'est pas idéal, car plus nous montons, moins il y a d'oxygène dans l'air et plus le corps doit produire des globules rouges afin de mieux transporter l'oxygène disponible et éviter un mal aigu des montagnes. En gros, des symptômes de mal de tête pouvant aller jusqu'à un œdème cérébral ou un œdème pulmonaire dû au manque d'oxygène. Mais ce processus d'adaptation naturelle prend du temps. La recommandation internationale est ainsi de ne pas dormir à plus de 500 mètres de dénivelé positif supérieur par jour. Nous ne sommes donc pas dans les clous, et encore moins si on prend en compte les 3 derniers jours. Pour limiter le risque de mal aigu des montagnes et optimiser les chances de réussite du groupe, nous passerons donc 2 nuits à Namche Bazaar. Sur le chemin, on voit des mules. Beaucoup de mules. Des yaks acrobates et des mules funambules. Le lendemain, la marche d'acclimatation est magnifique. Nous allons jusqu'au village de Kumjung, à 3860 mètres, et nous observons les premiers paysages de 8000. Le Lhotse, le Nipsé, l'Everest et le magnifique Amadablam. Nous continuons à rencontrer des moulins à prière et autres édifices religieux, à contourner toujours du côté gauche pour ne pas froisser les bouddhistes. Nous rentrons dans nos premiers temples et faisons connaissance avec la population locale. La population Sherpa, pleine de positif, d'optimisme, d'acceptation. Un concentré de bonheur et une profonde source d'inspiration. Les nuits commencent à rafraîchir, mais il fait encore doux. Entre 5 et 10 degrés, on n'a pas froid, le moral est toujours bon. Après une seconde nuit à Namche, il est temps de rattaquer l'ascension. De Namche Bazaar, il y a 3 routes pour aller au camp de base de l'Everest. La plus longue, à gauche, qui nécessite de franchir 2 cols à plus de 5000 mètres d'altitude avant de se rendre à l'Everest. La plus directe, à droite, par la vallée la plus fréquentée. Et une intermédiaire, au milieu,
qui passe également par Gokyo, un magnifique lac de montagne, nécessite de passer le Chola Pass à plus de 5000 pour ensuite arriver sur la vallée de l'Everest. C'est celle que nous prendrons. Nous nous engouffrons donc dans cette voie. La première étape consiste à rejoindre Portsea à 3800 mètres d'altitude. Nous avons 700 mètres de dénivelé positif à faire et 380 mètres de dénivelé négatif. À cette étape, la météo n'est pas aussi clémente qu'au début. Brouillard et froid sont au rendez-vous. On en rigole et par chance on finit par percer les nuages et le soleil revient. De Portsea, nous continuons à marcher jusqu'au village de Machermo à 4400 mètres d'altitude, puis jusqu'au village de Gokyo avec son magnifique lac et son magnifique glacier à 4750 mètres d'altitude. L'arrivée à Gokyo est une réelle délivrance pour moi. D'abord parce que c'est magnifique, avec un lac turquoise de haute montagne perché à 5000 mètres, mais aussi et surtout parce que je vous cache un léger détail. En fait, ça fait 3 jours que je monte le ventre vide, en pouvant à peine m'hydrater. Depuis Namche Bazaar, je suis sujette à une intoxication parasitaire violente et je ne peux rien avaler et quasiment pas boire. Lors des étapes précédentes, j'arrive à joindre avec le téléphone satellite du guide un médecin spécialisé du Népal et de la haute montagne. Le verdict est formel. Le fautif, c'est lui, ou en tout cas le parasite qui leur a laissé passer dans ce momo au poulet que j'ai mangé à Katmandou il y a 5 jours. L'excellente nouvelle dans tout ça, c'est que mes symptômes, bien que violents, ne sont que d'ordre digestif. En particulier, je n'ai pas de déficit d'oxygène dans le sang et je m'acclimate donc tout à fait convenablement à l'altitude malgré ma condition physique. Le médecin est donc très clair, je peux continuer le trek et je n'ai pas de risque sur ma santé long terme, que ce soit au niveau cérébral ou pulmonaire. La seule limite est la limite physique. Il faut donc économiser mon énergie et à moi de voir ce que je peux faire ou ne pas faire. À coup d'un coca par jour, je monte péniblement et je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller. Sur cette dernière partie, l'un des Sherpas a pris mon eau qui m'a permis d'économiser 2 kilos sur mon ascension et j'arrive péniblement mais sûrement à ce lac magnifique. À Gokyo, une tempête de neige s'abat sur nous. Il fait à peu près moins 20 degrés, à peu près pareil dans les dortoirs, mais contente d'être arrivée. D'autant plus contente que je trouve un dispensaire. Dedans, malheureusement, une femme avec le mal aigu des montagnes qui est en train de récupérer avec un respirateur, mais aussi et surtout une plaquette de cette fameuse molécule que je cherche depuis le début. Un laboratoire indien-américain, sûrement périmé, je m'en fiche, je tente et je la prends. Le lendemain, le but est de se lever à 3h du matin pour faire l'ascension du Gokyori, cette montagne qui est en face de Gokyo, et de revenir petit déjeuner puis de repartir traverser le glacier. Ce soir-là, je décide de la jouer stratégique. Je prends mon médicament et je décide de ne pas me réveiller pour cette ascension qui est sûrement somptueuse, mais probablement un petit peu trop poussée par rapport à ma condition physique. Je décide d'essayer de dormir à cette altitude, pas évident, mais en tout cas de dormir jusqu'au retour du groupe pour traverser ensuite le glacier en espérant que mon corps puisse récupérer d'ici là. Et c'est un pari gagnant! Au retour du groupe, et après une énorme nuit d'à peu près 8h30 de sommeil, dans des conditions de confort local, c'est-à-dire sous moins 20 degrés et à 5000 mètres, je me réveille enfin à peu près en forme, en tout cas avec beaucoup moins mal au ventre. Je rayonne et je profite à fond de cette traversée sublime des airs glaciaires. À la fin de la journée, nous voilà arrivés à Dragnan, de l'autre côté du glacier. Je me sens 1000 fois mieux, je suis si heureuse et l'inquiétude de ne pas pouvoir terminer ce trek s'évapore peu à peu. Je trouve même l'énergie de faire une petite lessive avec les moyens locaux et ayant plus d'énergie, je commence à reprendre des photos. Vous voyez par exemple ici du coup l'installation magnifique d'une bouilloire solaire. Après Dragnan, direction le col du Chola à 5420 mètres. Ce col est important puisque c'est le moyen d'accéder à la vallée de l'Everest. Il faut donc passer ce point culminant sans symptômes de mal aigu des montagnes, pas de toux, de crachement de sang ou autre, au risque de devoir redescendre dans l'autre vallée et de ne jamais voir le point culminant de l'Everest. La molécule que j'ai trouvée à Gokyo me change la vie. Cette ascension se passe parfaitement. On y va lentement, très lentement. Il fait froid et la température se fait vraiment sentir. On passe le col et on arrive sur le glacier de l'autre côté. On chausse les crampons et on avance tranquillement sur le sentier balisé avec les guides pour descendre dans la vallée de l'Everest.
En fin de journée, nous arrivons dans le hameau de Dzongla où nous passerons la nuit. Au petit matin, et après avoir dit bonjour aux yaks environnants, c'est reparti pour longer la vallée de l'Everest. Nous nous arrêterons d'abord déjeuner à Lobuche, à 4930 mètres, puis nous continuerons vers Gorakchep. Gorakchep, c'est le point de départ de toutes les excursions vers l'Everest. Que l'on vienne à pied, comme nous, en ayant pris le temps de s'acclimater, ou bien directement en hélicoptère via l'héliport de Gorakchep pour les expéditions les plus organisées. Sur notre chemin, nous croisons notre premier camp de base, celui du Lobuche, qui culmine à 6145 mètres, et nous longeons le magnifique glacier de la vallée de l'Everest. Cette vallée est la plus fréquentée de la région. C'est l'artère qui alimente toutes les expéditions de l'Everest. On y croise donc des mules, qui servent à avitailler les différents campements, des hélicoptères et des chevaux, qui peuvent servir soit pour l'avitaillement, soit pour transporter des touristes qui n'ont pas forcément la condition physique pour s'y rendre. Et nous voilà donc à Gorakchep, de très loin le camp que j'ai le moins aimé de toute l'expédition. C'est un camp assez surpeuplé, avec des expéditions et des touristes qui viennent de tous les pays du monde, comme nous. Le confort y est spartiate, simple vitrage aux vitres, moins 50 à moins 55 à l'extérieur, du moins 20, moins 25 à l'intérieur. Heureusement, l'air est très sec. Comme dans tous les lodges de la région, seule la salle principale est chauffée, souvent en brûlant dans le poêle les excréments des yaks du coin. Ici, la salle principale est blindée, avec toutes les personnes qui attendent de partir en expédition. Un certain nombre souffrent du mal aigu des montagnes. Mine pâle, toux, vomissements. On préfère, dès le repas fini, se réfugier dans les chambres. Il s'agit alors de faire l'oignon, d'entamer les couches et de se mettre dans le sac de couchage. Batterie de téléphone, GoPro et autres caméras dans les pieds pour préserver les batteries. Ah, petit bonus, il n'y a qu'une toilette pour les 55 personnes qui résident ici. L'odeur y est nauséabonde et va malheureusement jusque dans les couloirs des chambres. Mais tout cet inconfort est vite oublié quand au petit matin, excités, nous partons pour le fameux camp de base de l'Everest. Nous partons pour la journée en longeant le glacier jusqu'à celui-ci. Nous reprendrons le même chemin en sens inverse pour retourner passer la nuit à Gorakchep. Après plusieurs heures de marche, nous apercevons au loin les multitudes de petites tentes jaunes. L'émotion est grande. J'ai l'impression de poser les pieds dans un lieu rempli d'histoire. Et ce n'est pas qu'une impression. Avec respect et pudeur, nous approchons des différents campements. Nous imaginons ce qu'ils viennent faire, pour combien de temps ils sont là. Certains nous racontent parfois. Mais l'ambiance générale est globalement à la lenteur, au silence. Ah, et encore un fun fact. On est toujours dans le même thème. Mon intoxication parasitaire m'a sûrement un petit peu trop marqué. Mais les toilettes y étaient hyper confortables. Petit trou douillet à l'abri du vent, avec vue, vachement mieux qu'au logement. Allez hop, après en avoir pris plein la vue et plein les émotions au camp de base de l'Everest, on rentre à Gorakchep pour y passer la nuit. Au dodo avec les poules, comme d'habitude, mais ce soir-là encore plus, car le programme du lendemain, c'est de se lever à 2h du matin pour grimper le Kalapatar à 5630 mètres et profiter d'un somptueux lever de soleil sur l'Everest. Nous partons de nuit à la frontale. Dans l'obscurité, nous apercevons des lampions, là-bas au loin, dans l'Everest. En effet, une fenêtre météo vient de s'ouvrir et les premières expéditions partent à l'assaut du géant. L'ascension est glaciale et l'altitude se fait sentir au plus profond. Mais le spectacle en vaut la peine. Arrivé au sommet, le soleil se lève derrière l'Everest. Le spectacle est absolument somptueux. Je suis congelée, mais si heureuse d'être là, et traversée par une vague d'émotions qui est dure à décrire. L'immensité et la pureté du paysage, les rencontres, la découverte de la culture bouddhiste, tout semble arriver en une fois dans ma tête, dans mon cœur, en haut de cette montagne. Le bonheur est très certainement amplifié par le fait qu'avec cette intoxication alimentaire, j'ai douté du fait que j'y arriverais, que je pourrais voir de mes propres yeux cet endroit si mythique et si magique. On s'émerveille, mais pas trop longtemps, parce que ça caille vraiment. Certains doigts du groupe commencent à geler, il est temps de repartir. Nous avons atteint le point culminant de notre expédition. Il est donc temps de redescendre. D'abord à Gorakchep pour petit déjeuner, puis d'entamer toute la descente de la vallée jusqu'à Namche Bazar, par Dengboche puis Tengboche.
plus nous descendons en altitude, plus la vie semble réapparaître, peu à peu. On se sent mieux physiquement, l'appétit revient. J'ai même l'énergie de continuer ce livre que j'avais acheté tout au début du trek et que je n'ai pas pu lire sur la culture népalaise. On aperçoit ensuite les premiers temples, les premiers moines. La végétation revient et les rhododendrons qui n'étaient pas en fleurs à notre départ le sont pleinement. Les mules, elles, sont toujours là, toujours les mêmes et toujours aussi belles. Et ça y est, c'est bouclé! Après 3 semaines de trek, je ne le sais pas encore, mais je suis sacrément affaiblie et affamée. Le retour à Katmandou est violent, avec le bruit, le monde, les odeurs. Le choc sensoriel est de taille. Avant le retour en France, il y aura bien sûr un temps pour visiter la culture locale et cette magnifique capitale. Mais pour le moment, le temps est au repos. De retour dans le confort, mon corps s'effondre. Nous faisons des nuits jusqu'à 15 heures et je mange à peu près 6 repas par jour. Cela durera jusqu'à 2 semaines après mon retour en France pour compenser tout le manque calorique pendant ce trek, dû à l'altitude et aux parasites. Une fois remise, c'est reparti. On part à la découverte de cette ville magnifique. On découvre les temples et les moines bouddhistes. On se fait bénir. On découvre les populations locales de singes. Les nombreuses stupas de la ville, dont celle-ci mesurant 36 mètres de haut, et l'incroyable village traditionnel de Bhaktapur et son architecture si typique du XVIIe siècle. On reste à haute distance de sécurité de la cuisine et de la street food locale, mais on profite de l'artisanat et notamment de ses potiers. À Bhaktapur, on se fait happer par une fabrique de bols traditionnels tibétains. Ces bols sont faits de 7 métaux précieux et ont des propriétés de résonance absolument extraordinaires. Celui-ci a un coquillage gravé en son centre. C'est un signe, il repartira avec moi. Merci la vie pour ce voyage extraordinaire qui m'aura apporté bien plus que je ne l'imaginais. Il y a un avant et un après le Népal. À l'heure où je termine cette vidéo, je suis rentrée il y a près de 2 ans. Pourtant, le bol tibétain résonne toujours régulièrement chez moi. C'est plus qu'un chant, plus qu'une vibration. C'est une ode à la vie, une ode à l'alignement intérieur. Un rappel quotidien à tout ce que j'ai vécu et découvert sur moi là-bas et qui restera gravé en moi tout au long de ma vie.